petites remarques. D'abord, effectivement, moi aussi, j'ai été étonné d'apprendre que la part des OGM pouvait aider à l'empreinte écologique de la planète. On parlait de l'importance de certains lobbies. Je vais vous donner un autre chiffre. Je ne sais pas si vous êtes au courant que dans les derniers 3 ans, il y a eu 1000 rencontres, ça fait à peu près une par jour, entre les compagnies pétrolières et le gouvernement canadien. Je sais que vous en êtes étonnés, mais je voulais quand même vous le rappeler. Une autre statistique, 2009-2010, l'entreprise qui a fait le plus de profit de toutes les entreprises françaises, la compagnie Total, a payé 0 $ en impôts au fisc français. Ensuite de ça, maintenant, je vais vous faire une petite présentation où j'ai l'impression de devenir un prof d'histoire. Je me promène à travers le Québec depuis un certain temps et il semble que c'est important de rappeler ça. Et c'est un projet, justement, de développement social, de développement coopératif, de développement solidaire, qui est celui du Made chez nous. Bref retour sur l'histoire de l'énergie au Québec. On commence en 1903. En 1903, il y a une province qui s'appelle l'Ontario qui a décidé de nationaliser son électricité. C'est 60 ans avant nous. Ensuite, en 1933, il y a un manifeste qui a été écrit par un groupe de jeunes universitaires qui s'appelle le Manifeste de la jeune génération. Et dans ce manifeste-là, on dit à l'époque, nous ne serons dignes, c'est-à-dire nous ne serons maîtres chez nous que si nous devenons dignes de l'être. Et parmi ces signataires-là, il y avait un monsieur qui s'appelait Pierre Dansereau et qui avait déjà compris bien avant tout le monde l'importance de la solidarité et de la protection de l'environnement. Et lorsqu'on parle présentement de développement durable, moi je vais vous dire, ce que j'entends, c'est développement durable comme croissance de l'économie sans fin. C'est ça que c'est rendu le développement durable pour beaucoup de gens qui parlent de développement durable. Et c'est pour ça que je vais rappeler ça à développement viable. Suite de ça, vous allez rire, en 1934, il y a une commission d'enquête sur les trosses de l'électricité qui s'appelait la commission de la Pointe. 1944, là c'est l'expropriation de la Montréal Light Heat and Power et la création d'Hydro-Québec. À ce moment-là, la compagnie Montréal Light Heat and Power va faire toute une campagne de publicité pour associer le gouvernement d'Adélard Godbout au régime soviétique russe à cause de la nationalisation de l'électricité. Vous allez voir, si vous allez sur le site d'Hydro-Québec, vous allez voir, il y a même un poster, en anglais évidemment, dans Montréal Light Heat and Power, qui explique, c'est marqué « Russia expropriates its citizens and its companies. Is Quebec going to do the same? » En 1956, il y a Lise Payette qui a rendu un document public. C'était un dépliant de la campagne du Parti libéral de 1956 où Georges-Émile Lapalme dénonçait le fait que nous donnions nos ressources naturelles pour des peanuts à des entreprises étrangères. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais présentement, là, j'ai vraiment une impression de retour dans le futur ces temps-ci. « 1959, début des travaux de la Manicouagan et la mort de Maurice Duplessis va amorcer le renouveau du maître chez nous. C'est-à-dire qu'en 1961, René Lévesque, Georges-Émile Lapalme et d'autres personnes vont aller voir Jean Lesage, ils vont lui dire « Écoutez, il y a un projet qui nous semble très viable au niveau énergétique, c'est celui de la nationalisation de l'électricité. Le maître chez nous. » Et ce maître chez nous-là, M. Lesage n'y croyait pas. Qu'est-ce qu'il a dit en 1961? Il a dit « Que vont penser les multinationales? Que vont penser les autres pays? Que vont penser les entreprises? Si on fait ça, qu'est-ce qui va arriver à la réputation du Québec? » Or, ils vont aller chercher un économiste qui s'appelle Jacques Parizeau qui va dire non seulement c'est économiquement viable, mais ça va sortir le Québec de son état de colonie économique. Et c'est là que Jean Lesage va lancer une élection référendaire anticipée importante, la seule de l'histoire du Québec, où on va dire voulez-vous collectivement que nous devenions maîtres chez nous? C'est très important à ce moment-là parce qu'ils vont aller chercher le mandat auprès de la population de prendre notre argent pour acheter des entreprises privées, pour en faire un grand projet collectif. Et Jean Lesage va dire, et je cite, « L'ère du colonialisme économique est révolue au Québec. » Je m'excuse, mais ces temps-ci, on est en train d'y retourner. Donc, le gouvernement de Jean Lesage va gagner cette élection-là. Ça va être une élection très importante. On passe maintenant en 1969. Voilà. En 1969, Daniel Johnson,
inspiré du maître chez nous, va créer la SOQIP. Il va mourir avant que ça puisse prendre naissance. La Société québécoise d'initiative pétrolière. C'est-à-dire que ce qui n'a pas été nationalisé, en nationalisant les entreprises d'électricité, mais aussi de gaz et de pétrole, il va finir de le nationaliser à ce moment-là, en 1969. Et donc, toutes nos ressources énergétiques nous appartiennent collectivement. Elles ont toutes été nationalisées. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai entendu M. Caillé dernièrement, M. Bouchard dire, si jamais vous vouliez nationaliser les entreprises actuelles qui ont récupéré les biens, ça va vous coûter très cher. Vous dites, non, pas besoin de nationaliser, c'est déjà fait. Le gouvernement l'a cédé sans légitimité. Évidemment, il va y avoir le petit passage au nucléaire, auquel on n'a pas assez proche de se retrouver avec toute une série de centrales nucléaires sur le long du Saint-Laurent. Heureusement, on a évité ça. Mais on en a quand même 2. Gentilly 1 qui a fermé au bout d'un mois, et Gentilly 2 qu'on essaye de fermer. Mais en tout cas, bref, je vais vous en reparler tout à l'heure. 1995, débat public sur l'énergie. C'est très important, ça. C'est qu'en 1995, il y a des gens de tous les milieux de la société qui vont faire un débat public et qui vont dire ceci. Les conclusions, là, sont très claires. 1. Le Québec est le 2e plus grand consommateur d'électricité per capita sur la planète. On gaspille de l'électricité comme ça se peut pas. Donc, première priorité, économie d'énergie. Deuxième priorité, efficacité énergétique. Efficacité énergétique, ça veut dire que l'énergie qu'on consomme, on pourrait la consommer beaucoup plus efficacement. Dans les voitures, entre autres, ça c'est le moins qu'on peut se dire. Or, qu'est-il arrivé il y a quelques mois à peine? Le gouvernement a fait disparaître l'Agence d'efficacité énergétique et au même moment où elle la faisait disparaître, a donné un contrat de 878 millions à SNC-Lavalin et à Lumen pour faire un programme d'efficacité énergétique dont on ne sait même pas la teneur. 1996, ça c'est le début du dérapage. C'est l'arrivée d'André Caillé à la tête d'Hydro-Québec. Monsieur Caillé, là, son modèle, quand on parle d'économie solidaire, le modèle d'André Caillé, c'est la compagnie Enron. Vous comprenez, la compagnie Enron, là, ceux là, qui ont crossé des millions d'Américains, qui ont mis à la faillite l'État de la Californie. Ça, c'était le modèle de M. Caillé. M. Caillé, en devenant président d'Hydro-Québec, va proposer 13 projets de centrales au gaz, dont le Suroît et Bécancour. Le Suroît, avant qu'André Caillé arrive, le Suroît, c'est le nom d'un vent. Le projet du Suroît, c'est un projet éolien avant qu'il arrive. Et comme par hasard, l'ancien président de Gaz Métropolitain fait du Suroît un projet de gaz naturel. Quelle coïncidence. Et il coupe de façon drastique dans l'IREC. L'IREC, c'est l'Institut de recherche en électricité du Québec. Les chercheurs qui ont développé une expertise mondiale vont être coupés de 50%. On en sac 300 $. Hydro-Québec Gaz et Pétrole est créé, c'est-à-dire qu'on transfère les actifs de la SOQIP vers Hydro-Québec Gaz et Pétrole, et vous allez comprendre pourquoi. C'est que là, M. Caillé va convaincre Lucien Bouchard et Bernard Landry de dire, là, on va se mettre à... On va faire de l'exploration, on va engager des géologues pour voir quel est le potentiel gazier pétrolier qui est sur le territoire du Québec. Mais comme par hasard, M. Caillé, un coup qui va partir, on va démanteler Hydro-Québec Gaz et Pétrole, et qui va se retrouver avec les études, et qui va se retrouver avec les droits d'exploration? Ces mêmes gens-là qui travaillaient à la SOQIP, qui travaillaient à Hydro-Québec Gaz et Pétrole. Toutes les conclusions du débat public de 1995 sont mises au panier. C'est-à-dire, quand on parle économie d'énergie, efficacité énergétique, développement des énergies vertes, ça, on oublie ça. Ça compte plus. Maintenant, ce qui compte, c'est 2,8 cents du kilowattheure pour un projet, sans ça, on ne fait rien. Bref, on n'a rien fait. Parce qu'il n'y en a aucun projet à 2,8 cents du kilowattheure. Et donc, on s'est retrouvé en 2004. André Caillé est sorti sur la place publique et a dit « Je vais demander aux Québécois de baisser leur thermostat parce qu'on va manquer d'électricité. » Au même moment où ils nous annoncent la construction du Suroît. C'est pas vain, cela, là. C'est fait exprès. Pour faire en sorte que les gens aient l'impression qu'il y a panique en la demeure, qu'il y a péril en la demeure. 2003, arrivé au pouvoir du gouvernement de Jean Charest. 2004, le Suroît. 2005, début du démantèlement d'Hydro-Québec Gaz et Pétrole et transfert des permis vers le privé. Lorsque M. Vandal arrive comme président d'Hydro-Québec, M. Vandal va dire, et je cite, vous allez voir combien c'est extraordinaire. Je vais vous lire un truc de 1961 qui est dans le livre de René Lévesque. OK? Votre Monsieur Lévesque,
Ça, c'est le président de la Shawinigan Power. How can people like you imagine you can run Shawinigan Water and Power? OK? Puis là, on se retrouve avec le président d'Hydro-Québec en 2005 qui dit, écoutez, nous, on n'a pas l'expertise pour faire de l'éolien, on va laisser ça à des gens qui savent. Le président d'Hydro-Québec répète les mots du président de la Shawinigan Water and Power 50 ans auparavant pour que le Québec ne se lance pas dans l'éolien. Et là, on cède ça à la Florida Light and Power. L'année passée, on a cédé des projets éoliens. On a cédé ça à Électricité de France, qui a zéro expertise dans l'éolien. Et l'ancien vice-président de Gaz Métropolitain a donné un contrat d'éolien à qui? À Gaz Métropolitain. 2006, ouverture de la centrale de Bécancour, une centrale privée qui appartient à des Albertains. Cette centrale-là, on nous a dit qu'elle nous coûterait 6,5 cents du kilowattheure. Le jour où elle a ouvert, on est rendu à 10,5 cents du kilowattheure, une augmentation de 75 %. En 2007, demande de fermeture de Bécancour. André Caillé qui nous disait on va manquer d'électricité, là ça nous sort tellement par les oreilles que Hydro-Québec demande à la régie de la fermer. Savez-vous qu'est-ce que ça fait ça? La compagnie albertaine va dire pas de problème pour la fermer, mais il faut que vous nous compensiez. Ça va nous coûter, aux Québécois, 3 milliards de dollars pour garder la centrale fermée jusqu'en 2020. Ça, c'est le coût des 2 hôpitaux universitaires. Mais c'est pas de la bonne planification. Je ne parlerai pas des gaz de schiste et des anticostis aujourd'hui. Je pourrais être ici toute la journée. Premier constat. C'est le bordel le plus total. La stratégie énergétique du Québec nous mène droit vers un cul-de-sac écologique, économique et démocratique. Le Suroît, Bécancour, TAG, dont je ne vous ai pas parlé, qui est un autre scandale, Rabaska, Gros-Cacuna, Gentilly 2, gaz de schiste, pétrole, éolien, transport électrique individuel et collectif. Pourquoi? Parce qu'elle est écrite par les lobbies, pour les lobbies, comme au ministère des Transports du Québec. C'est ça qui est en train de se passer. On ne travaille pas dans l'intérêt collectif, là, ça c'est certain. Deuxième constat, à qui profitera cette stratégie? Gaz de France, Areva dans le nucléaire, Électricité de France, Veolia, Bolloré, Total. C'est en train de redevenir une colonie française. Et quelques entreprises de construction de génie conseil d'ici. Qui paye le prix fort de cette dépossession du contrôle de notre énergie? Le peuple du Québec. Que doit-on faire? Redevenir maître chez nous. Comment? En reprenant le contrôle de notre énergie et de nos ressources naturelles. Parce que dans le dossier des mines, c'est le même bordel. En proposant un maître chez nous basé sur l'indépendance énergétique. Élaborer une stratégie qui rendrait graduellement le Québec indépendant des énergies fossiles via des projets faits par des Québécois pour l'ensemble des Québécois. On parle de projet de reprendre le contrôle avec Hydro-Québec, c'est-à-dire qu'il faut changer la direction d'Hydro-Québec, et des coopératives en énergie. Ça, c'est la solution. Économie d'énergie, efficacité énergétique, batterie d'Hydro-Québec. On a une batterie extraordinaire qu'on a développée chez Hydro-Québec. Éolien, géothermie, biogaz, en transport, monorail, comme tu as parlé. Camions, autobus et bateaux électriques hybrides, ça, c'est l'avenir. OK? Le Forum sur l'énergie ne parle que d'indépendance au pétrole. Il y a le Forum sur l'énergie qui s'en vient bientôt. On ne parle pas de gaz, on ne parle pas de nucléaire. Les projets de biométhanisation avancent partout au Québec. C'est 650 millions de dollars qui vont être investis là-dedans. Question, d'où vient l'expertise? Réponse du MRNF et de Gaz Métro, des promoteurs. Bref, tout ça pour dire qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux au Québec. Et ça commence le 14 novembre 2011. Le 3 mars 2011, à Montréal, nous avons invité les citoyens du Québec à signer la déclaration exigeant que le gouvernement du Québec redonne au peuple du Québec son bien légitime que le contrôle public de l'énergie que le gouvernement actuel a antidémocratiquement et illégitimement cédé à des intérêts particuliers. Ce gouvernement a posé un très grave geste au détriment du peuple du Québec en dépossédant du contrôle de ses ressources énergétiques sans son aval. Or, le gouvernement n'a pas donné suite à notre requête. C'est pourquoi, on a envoyé ça vendredi dernier, le 14 octobre, nous donnons au gouvernement du Québec jusqu'au 14 novembre 2011 pour rendre public tous les documents que nous avons demandés. Les documents sur Hydro-Québec Gaz et Pétrole, sur les contrats d'éolien, tous les contrats de gaz, tout ce qui a été cédé sans notre autorisation. Exigeons qu'à la même date, tous les droits d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures soient retournés au peuple du Québec,
tel que décidé par lui lors de l'élection de 62, consacrant la nationalisation de notre énergie via Hydro-Québec et la SOQIP en 69. Dans le cas où le gouvernement et la direction d'Hydro-Québec refuseraient toujours de répondre positivement à ces exigences parfaitement légitimes, nous devons prendre acte de leur refus et serons dans l'obligation d'agir dans l'intérêt supérieur du Québec en recourant aux moyens appropriés. Ce que le peuple du Québec a fait, seul le peuple du Québec peut le défaire. Donc, en conclusion, le match chez nous, phase 2, on est en train de travailler dessus. Le 14 novembre, ça va être le début de ça. Il va falloir que tous ensemble on fasse ça, parce qu'on a face à nous des multinationales, des intérêts particuliers qui sont très puissants. OK? Et je vais finir sur une image. Ça, c'est 3 de mes amis dans un garage qui ont inventé un bateau 100% électrique, made in Québec. Puis des projets comme ça, il y en a partout au Québec. Il faut les faire ensemble. Merci.